Bon, j'entends encore quelques voix en haut dans le hall, mais je pense qu'on va pouvoir commencer. Là, je vois des gens qui descendent. Merci d'être venus aujourd'hui, si nombreux, pour cette rencontre. Quand on a pensé au roman paysage, pour faire une rencontre aujourd'hui, plusieurs noms me sont venus à l'esprit, et vos 3 noms. Je vais vous expliquer pourquoi en quelques mots. Parce qu'évidemment, on aurait pu faire une rencontre avec chacune d'entre vous séparément, mais je trouvais l'idée de vous réunir intéressante et belle. Donc voilà, il va y avoir 1 heure de rencontre, il va se passer quelque chose. Vous avez accepté de nous lire aussi quelques extraits de vos œuvres. Et puis à la fin, vous pourrez aussi poser quelques questions, nous faire votre retour. Le point de départ, c'est une phrase de Anne-Sophie Subilia. Bon, on s'est rencontrés plusieurs fois. La première fois, c'était à l'occasion de votre premier livre, Jour d'agrumes, aux éditions de l'Air, en 2013. Et vous m'aviez dit plusieurs phrases que je trouvais intéressantes pour aujourd'hui. Alors la première, il était question d'une pierre. Est-ce que vous vous souvenez ? Vous m'aviez montré une fulgurite. Vous l'avez toujours ? Oui. Alors, la fulgurite, c'est une forme laissée par la foudre lorsqu'elle traverse les sables du désert. Et à l'époque, vous m'avez dit voir dans cette pierre un double symbole, à la fois celui de la vie et de l'écriture qui nous traverse. Et puis il s'agissait de paysage, d'un paysage poreux, traversé par une énergie. Donc je trouvais ça beau. Et puis cette seconde phrase aussi, vous m'aviez dit, nous sommes les passeurs ardents de la vie qui nous traverse et se dépose en nous. Et j'avais envie de peut-être modifier légèrement cette phrase pour aujourd'hui. Nous sommes les passeurs ardents des paysages qui nous traversent et se déposent en nous. Alors, j'ai envie de commencer par une première question avant de revenir et de parler plus en détail de vos livres. Qu'est-ce que ce paysage qui nous entoure suscite en vous, à la fois Pied du Jura, à la fois cette architecture, où certaines d'entre vous, 2 d'entre vous, ont été résidentes, sont résidentes en ce moment. Donc voilà, peut-être on pourrait commencer avec Anne-Sophie. Je dirais que je ressens des... Enfin, je trouve ça très intéressant parce que il y a des forces presque paradoxales. Enfin, une architecture qui est à la fois extrêmement pensée, construite, où on sent l'humain, et qui s'inscrit en même temps dans cet écrin complètement naturel, où on retrouve les gouttes de pluie, l'eau, la feuille, la forme d'une feuille d'arbre. Et ça donne pour moi une sensation d'une énergie un peu effervescente. Je ne sais pas si c'est... Enfin, je ne l'ai pas du tout encore réfléchi ou analysé, mais un peu des lieux justement paradoxaux, mais qui peuvent être moteurs, ou en tout cas très porteurs d'un mouvement et de réflexion et de création, je pense, comme un peu des chocs. On va demander à vos voisines. Alors, Célia Oudard, vous êtes maintenant en résidence. C'est pour ça aussi qu'on a la chance de vous avoir, puisque les frontières se ferment et qu'on ne peut pas inviter des auteurs du pays voisin, mais vous étiez là. Oui, d'ailleurs, c'est juste d'évoquer cette histoire de la frontière, parce que justement, il y a quelque chose... Et c'est d'autant plus, j'allais dire, absurde, cette histoire quand même de frontière, il me semble, si je peux me permettre, que la lisière géographique, elle est beaucoup plus douce, et elle n'est pas politique, ni même, j'allais dire, linguistique, parce que pour avoir été un petit peu dans la région de Besançon il n'y a pas très longtemps, il y a des accents qui c'est comme un fondu enchaîné. Il y a comme des accents qui sont proches aussi, parfois une façon de parler. C'est insensible, le passage d'un pays à l'autre à travers la langue, à travers le français. Voilà. Alors pour moi, oui, c'est un lieu de lisière
assez douce, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est un lieu qui a été on ne peut plus accueillant pour un projet en cours, et j'ai beaucoup travaillé. Je suis même encore, comment dire, totalement, on peut dire, dans un état de concentration, et en même temps, et c'est le miracle de ce lieu, dès que je sors, et même en étant avec vous, il y a quelque chose qui se fait sans heurts, c'est-à-dire, alors ça c'est très mystérieux, je pense que c'est à la fois le talent et des architectes et des personnes qui ont imaginé ce lieu dans ce paysage-là, donc en lisière de forêt, et en même temps, moi qui aime marcher, j'ai eu la chance de pouvoir aller au sommet du Jura, le Mont Tendre, et en même temps, depuis mon bureau, je vois le lac et les montagnes d'en face, les Alpes. Et ça, c'est vraiment cet entre-deux, entre plein de choses, d'ailleurs, plus qu'entre deux, au bord de plein de choses, un point de vue sur une grande variété, en même temps, est un lieu donc très accueillant pour un travail intérieur qui est fait aussi de projection dans l'espace et dans le temps, puisque je travaille sur des photos qui me relient, sans rentrer dans le détail, à New York, à Paris, à des lieux bien différents et très citadins. Et l'un n'empêche pas l'autre, au contraire. Et c'est le passage de l'un à l'autre qui produit une forme d'énergie, comme tu disais. Et donc je suis déjà très reconnaissante. Donc je porte sur ce paysage, y compris les jours de pluie, un regard d'une grande gratitude. Et c'est comme si, quand je sors, j'allais remercier un petit peu les lieux de ces bienfaits dans cette période où tout ça compte beaucoup, beaucoup, y compris un bien-être physique. Et je suis vraiment très, très heureuse d'être ici. Et alors, la troisième intervenante, Raluca Antonescu, vous avez aussi fréquenté ces cabanes d'écriture pour un projet dont on va parler tout à l'heure, qui a été même en partie écrit ici. Et ce lieu, pour vous, qu'est-ce que ça a représenté? Je crois que vous aviez la chance d'occuper la cabane qui donne sur la forêt. Oui, alors je rejoins vraiment Célia tout à fait par rapport à l'accueil. Et moi, ce lieu, c'est vrai que c'est vraiment un terreau dans lequel je me suis sentie, la cabane, voilà, côté forêt, qui était vraiment mon cocon. Et chaque fois que je sortais, c'était vraiment cette nature autour. Elle a vraiment fonctionné comme un terreau qui m'a révélé beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de découvertes qui d'ailleurs se sont retrouvées dans le livre. C'était vraiment quelque chose d'extrêmement vivant et qui m'a vraiment nourrie. Et en même temps, c'est juste cette contradiction, ce cocon. Et dès qu'on sort, vraiment, on est nourri, et j'ai beaucoup puisé en fait dans ce lieu. Et je me suis sentie aussi très très bien, comme à la maison. Peut-être qu'on pourrait tout de go commencer par un extrait de texte d'un roman qui a été un petit peu retardé à cause de la crise du Covid, mais qui va sortir en janvier prochain à La Baconnière. C'est votre éditeur depuis le début. C'est le 3e livre que vous faites chez eux. Et j'aime beaucoup ce le livre, mais ce chapitre-là commence dans le Jura. Et le livre s'appelle Inflorescence. On va en parler en détail, mais plongeons peut-être déjà dans la langue et le paysage de ce livre. Le gouffre, Jura 1911. Elle coupa à travers bois et pressa le pas. Le plateau s'ouvrit brusquement et la lumière crue l'obligea à plisser les yeux. En baissant la tête, elle traversa un champ parsemé de touffes d'herbes jaunies. Agitée par le vent, elles lui firent penser à des crinières. Elle ralentit, essoufflée. Ce n'était plus très loin. Même à bonne distance, elle crut sentir les relents putrides qui remontaient du trou. Cet endroit était malsain. Le gouffre du diable, le nommaient les gens. Ce n'était pas pour rien. Elle posa son panier et avança prudemment en tâtonnant avec le pied pour déjouer les éventuels pièges des abords. Sur tout le pourtour du gouffre poussait une herbe drue, d'un vert luminescent, éclatante au vu du reste de la prairie. Un mirage de vie, pensa-t-elle. Un leurre pour la tromper sur la vraie nature du lieu. Elle avait entendu tant d'histoires sur ce profond tunnel qui s'ouvrait sur un monde inatteignable, forcément monstrueux et abominable.
Elle imaginait le fond grouillant de serpents aveugles et d'énormes vers gras. La nausée la saisit. Elle se souvint du jour où son père y avait amené les 3 vaches. Trottinant sur place, les chevaux hennissaient, effrayés, refusant d'avancer malgré les coups. Elle avait été comme hypnotisée devant les têtes ballantes des vaches, langue pendante et yeux révulsés. De l'écume épaisse, jaunâtre, continuait à mousser autour de leur bouche. Plus de la moitié de leur troupeau avait péri à une vitesse fulgurante. Les 3 bêtes qui reposaient dans le chariot étaient mortes durant la nuit. Il avait fallu les isoler au plus vite et les emporter au trou afin qu'elles ne contaminent pas les autres. Après y avoir jeté les animaux, son père avait hurlé contre le gouffre. Il avait les yeux rougis, exténué et fou. Elle avait eu peur qu'il ne soit lui aussi infecté. Arrivée au bord du précipice, elle dégagea son ventre rebondi. Dès qu'elle avait senti les premiers symptômes, elle avait frémi. Aucun doute possible. Elle était passée par là bien des fois. Elle ne pouvait se résigner à cette nouvelle grossesse. Une autre bouche à nourrir était inimaginable. Elle ne comprenait pas comment cela avait pu pousser, avec les quantités de sauge qu'elle avait bues depuis le début. Même le mélange de plantes infectes, foncées et amères, qu'elle était allée chercher chez la Mariette, n'avait pas réussi à l'expulser. En se penchant autant que possible au-dessus du gouffre, elle fixa l'obscurité qui reniait les parois moussues, gorge sombre et vorace qui engloutissait les indésirables. « Pourquoi ça persiste à pousser ?» demanda-t-elle d'une voix inquiète. Une chose était certaine, cet endroit possédait la capacité d'avaler tout ce qui devait disparaître. « Diable, prends ce qui se trouve là, prends cette vie », dit-elle plus fortement. Un souffle lui balaya le visage et fit volter les mèches échappées de son fichu. Les effluves n'étaient pas désagréables cette fois-ci. Était-il possible qu'elle ait senti un souffle chaud ? Elle avança encore un peu, tendant le cou au maximum. Une pierre se détacha sous son pied et dans une fulgurance, elle se vit dégringoler à sa suite au fond du trou. Elle crut entendre un bruit d'eau avalant une masse. Affolée, elle se projeta en arrière et tomba lourdement sur le dos. Étendue sur l'herbe détrempée, elle tremblait de tout son corps. Elle allait être châtiée pour avoir osé demander une faveur au gouffre. La menace d'une punition lui écrasa la poitrine et elle comprit qu'elle ne lui survivrait pas. Elle se précipita à genoux et se signa, encore et encore. Plaquant son visage à terre, elle sentit contre ses lèvres la glaise froide. « Je vous en supplie, mon Seigneur, je vous en supplie. » Sa prière portait en elle toute la ferveur dont Pierrette était capable. Sa plainte était amère, épaissie de culpabilité et de dévouement. Elle avait la teinte noirâtre des plaintes qui auraient dû faire revenir ses règles. Mais une intuition est vite balayée. Elle s'oublie comme le souvenir d'un souffle fétide. À ce moment-là, la vie en elle palpita. Un regain de sang lui monta au visage, un soulagement détendit ses membres et lui procura une légère ivresse. Le Seigneur l'avait entendue, il était de son côté. Elle sentit contre sa joue la caresse divine de brins d'herbe vert amande. Elle en arracha une poignée et les fourra dans sa bouche, les mastiqua à peine, les avala en bloc. Elle se releva, le nez et le front boueux. Forte d'une conviction désespérée, elle se pencha en avant et envoya un gros crachat verdâtre dans la gueule du diable. Merci beaucoup. C'est la première fois, j'imagine, que vous lisez un extrait de ce roman. Et alors, je vous disais au début que vos noms se sont imposés à moi quand il s'agit de penser, d'imaginer, de rêver une réunion. Alors, votre premier livre, L'Inondation, on était dans une idée d'infiltration. Il y avait un immeuble qui subissait une fuite d'eau. Et cette fuite d'eau déclenchait toutes sortes de choses, révélait ce qui était caché derrière les décors, au fond, on peut le dire. Votre deuxième livre, Sol, était bâti avec des parties qui s'appelaient argile, sable, calcaire, humus et terre. C'était un roman polyphonique, comme celui qui va sortir en janvier, qui suivait plusieurs personnages sur plusieurs générations et qui racontait en l'occurrence le départ, enfin la Roumanie de Ceausescu, et puis le départ de deux sœurs qui pouvaient, à la faveur d'un concours sportif, s'enfuir et arriver en Suisse. Il y avait aussi beaucoup d'humour. C'était un roman magnifique que
vous pourrez lire, puisque celui-là, il a été publié, c'était le deuxième. Puis il faudra attendre un petit peu pour Inflorescence. Mais là, voilà, on retrouve un puits, on retrouve la terre, on retrouve des forces telluriques, et puis des jardins, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il y a aussi de très beaux jardins. Plusieurs générations cultivent des jardins. On dirait que tout vient du sol dans vos textes. C'est vrai ? Oui, alors clairement, oui. Et c'est vrai que je pense depuis le début, il y a vraiment une continuation dans mon travail qui part vraiment du sol, c'est vraiment la base. Donc, comme vous disiez, voilà, l'inondation était vraiment ce sol qui a été remué, cette eau un peu voilà, comme un étang dont on remue le fond et qui fait émerger tout et qui permet quand même après d'un grand nettoyage. Le deuxième, c'est vraiment, j'ai essayé de construire un sol, donc quelque chose de très rigide, avec tous ces éléments. Donc voilà, j'ai bâti vraiment un sol. Et pour ce troisième, une fois que j'avais bâti ce sol, j'ai voulu voir ce qui pouvait pousser, en fait. Donc j'ai vraiment expérimenté, ce roman était assez expérimental pour ça, où après le deuxième, qui avait une structure très rigide, j'avais envie de repousser en fait et la construction et une structure le plus loin possible et de laisser vraiment voir ce qui allait pousser. Donc voilà, c'est l'histoire de 4 femmes et chacune a un rapport avec un jardin et qu'elle domestique. Donc c'est vraiment la nature domestiquée. Et j'ai vraiment essayé de travailler comme ça, de voir ce qui allait émerger. Et j'ai fini quand même, au final, aussi par domestiquer mon jardin, parce que de laisser pousser, ça n'a pas fonctionné, forcément. Mais c'était... Donc oui, donc c'était vraiment... Je pense que je continue vraiment... je pars toujours de ce sol qui m'amène vraiment à expérimenter et aller vraiment... Mais tout est la base d'un sol, absolument. Célia Oudard, je crois que vous êtes en train de découvrir l'inondation. Ah oui, c'est très beau. J'ai pensé, c'était comme s'il y avait une grande fuite d'eau dans l'immeuble de Pérec, dans La vie mode d'emploi. C'est génial parce que c'est un livre que j'aime beaucoup et votre livre poursuit autrement cette exploration comme ça, cette sorte de coupe d'un immeuble et de se relier à différents personnages. Je trouve ça très beau, très l'intimité que vous créez avec les personnages et comment dire, oui, c'est tout ce qui sourd, hein, au sens de comme une source qui sourd sous un sol. Je trouve que c'est une façon, je trouve très concrète d'aborder des choses qui seraient de l'ordre de l'inconscient, on peut dire, et intime et collectif. Et c'est très beau parce que c'est très incarné, c'est très élémentaire. Et je trouve ça vraiment très beau et inquiétant aussi. J'ai pensé à un film asiatique qui s'appelle Dark Waters et voilà et c'est comme des visions de cauchemar et en même temps c'est relié à ces accidents domestiques très fréquents, le dégât des eaux. Et je trouve ça très beau parce que vous êtes sans cesse, vous tenez à la fois le réel comme ça et par votre écriture et c'est votre écriture accueille tout un champ d'inconscient comme ça et qui fait écho moi à des films qui m'ont beaucoup frappé et qui viennent plutôt d'Asie d'ailleurs, mais et voilà. Ouais. On pourrait se plonger un petit peu dans votre univers justement. Nous avons pensé à vous. Vous êtes plus urbaine, a priori, mais les derniers livres, disons. Et avec cette idée, on est entre Paris et l'Inde pour le Scribe, le dernier livre. Le livre d'avant, en tout cas chez POL, votre éditeur, Villa Crimée, c'était la description aussi d'un immeuble et de ses habitants, mais vous les transformez en paysages. Et vous créez aussi des recoupements entre plusieurs lieux. On est à Paris dans votre livre et tout à coup, on a l'écho de l'Inde. Je trouve c'est très beau, c'est très subtil, c'est une autre façon de voir le paysage. C'est les échos des lieux en nous, même quand on n'y est pas. Mais on va peut-être vous écouter aussi, vous êtes d'accord ? Si vous voulez, oui. Alors, ce sera... On a choisi peut-être ce chapitre où les personnages se rendent au cinéma. Mais je vais en dire 2 mots d'abord, peut-être pour situer les choses. Vous racontez l'histoire d'un jeune mathématicien indien, Chandra,
qui est donc l'aîné d'une famille brahmane de Calcutta et qui débarque travailler à l'Institut Henri Poincaré. Donc il y a déjà contraste aussi. Et toutes les trois, j'ai l'impression que vous jouez beaucoup sur ces contrastes ou ces légers écarts, enfin légers ou plus ou moins légers. Et alors il découvre la capitale. Et pendant ce temps, on voit sa famille, on voit sa grand-mère vivre en Inde, en parallèle. Et puis ce scribe, c'est aussi peut-être la romancière ou l'écrivain qui capte et qui témoigne pour nous. Mais on va écouter ce chapitre. Alors je vous promets que on n'a pas fait exprès, mais c'est le seul moment où il est question de la Suisse dans ce roman. Alors, Chandra et Margot s'étaient donné rendez-vous au cinéma Le Grand Action, rue des Écoles, pour voir un thriller helvétique. Une histoire de vol de grosses cylindrées par des mineurs venant de la banlieue lyonnaise, dont l'un est pris en chasse et s'enfuit à la montagne. Au tout début du film, il y eut un grondement dans la salle. Les murs et les sièges se mirent à vibrer plusieurs secondes d'affilée. Margot dit tout bas que c'était probablement le métro. Chandra pensa à un dessin de son grand-père qui expliquait aux enfants que les éléphants, lorsqu'ils se déplaçaient, provoquaient parfois de petits tremblements de terre locaux. Chandra, que ce phénomène intéressait, avait lu dans la revue Nature que désormais, grâce à des capteurs intégrés à des bornes enfouies dans le sol et qui réagissaient aux secousses provoquées par le déplacement de ces grands animaux, on pouvait suivre avec une relative précision le trajet des éléphants. Au milieu d'une séquence du film, qui était un panoramique sur un paysage automnal de montagnes jonchées d'éboulis que la première neige avait saupoudré de blanc, Chandra glissa très doucement sa main dans la main de Margot. Le rythme de leur respiration et celui de leur battement cardiaque se modifièrent. Au moment où les deux protagonistes du film effectuaient un trajet en voiture dans une zone résidentielle genevoise, une succession de pelouses et de rampes d'accès à des garages qui se ressemblaient toutes, Margot embrassa Chandra. La fin du film leur échappa complètement. Margot avoua que de toute façon, il y avait quantité de choses au cours du film que par ailleurs elle avait aimées, à côté desquelles elle avait l'impression d'être passée. Cela lui faisait souvent ça au cinéma. Elle sortait en ayant le sentiment d'avoir raté la moitié du film. Par distraction, ou parce que certains plans ou sons l'emportaient presque sur l'intrigue, ou entraient en concurrence avec elle. Dans ce film, par exemple, elle avait été frappée par le petit claquement mat produit par le passe-partout qu'utilisaient les jeunes voleurs pour ouvrir les serrures des limousines. Voilà. Merci beaucoup. Anne-Sophie, je crois que vous êtes en train de lire ce livre. Oui. Vous avez lu d'autres livres aussi de Célia ? J'avais lu Le Patron, qui m'avait fait beaucoup d'effet dans sa, en fait, sa densité, alors que c'est un petit ouvrage, mais avec des mots très très choisis. Et je me suis dit, c'est comme ça que j'avais rencontré votre écriture et votre travail. Et en étant vraiment admirative de la parcimonie, du choix des mots, et à quel point on peut faire sentir quantité de choses avec parfois très peu de mots. Donc cette économie-là m'avait particulièrement touchée. Et puis bien entendu, la trame, cette histoire de ce petit garçon. Mais donc dans le scribe, je suis dedans, donc je suis plutôt dans les débuts. Mais je retrouve un peu cet effet de la densité et de l'aération, en fait, d'une écriture, d'une condensation, mais qui en même temps a beaucoup de poésie. Donc, et voilà, je me fais emporter aussi dans ces voyages et ces trajets d'un espace géographique à un autre, quoi. Alors, justement, les échos entre les espaces,
les forces telluriques. Et puis, quand je pense à vous, spontanément, je me rappelle de nouveau de ce premier interview d'il y a longtemps. Vous m'aviez parlé d'une promenade à Abitibi, où il faisait moins 30 degrés, et où il y avait une lande enneigée. Et c'est typiquement le paysage que vous affectionnez, entre autres, parce que vous aimez aussi la douceur du lac. Vous avez écrit des poèmes, les hôtes, sur les hôtes du lac, les baigneurs du lac, Léman en l'occurrence, mais ça pourrait être d'autres lacs. Et alors moi, j'ai cette image justement de montagne, de vallée, de haute montagne, ou par rapport à votre dernier livre, Neige intérieure, des images du Grand Nord, de paysages presque ou carrément sans végétation, qui semblent raconter l'origine du monde et où il y a des fêlures, des failles. Et c'est pour ça que je vous demandais aussi avant, qu'est-ce que vous pensez du Jura, parce que peut-être que c'est pas assez haut pour vous. Non, moi j'aime la diversité, hein, mais c'est vrai qu'il y a une grande attraction pour des paysages qui me rapprochent, en tout cas en termes de sensations, effectivement de l'origine du monde. Et finalement, c'est vers les glaciers que j'éprouve ça le plus. Enfin, c'est des paysages excessivement minéraux, où on se demande comment la vie, ou alors désertiques, hein, aussi, justement le Sahara et d'autres déserts, mais disons où on se demande, enfin où à chaque fois vraiment l'émergence du moindre signe de vie devient question, devient miracle, puis je trouve, nous rapproche vraiment de cette question de l'origine et de comment ça naît. Donc oui, moi je me sens assez bien en altitude, c'est vrai. Et puis il y a quelque chose d'inquiétant aussi dans ces paysages-là, de rudes. Mais je pense que je suis trop fascinée par ces couleurs, ces formes. On va peut-être l'entendre justement avec un extrait aussi de votre dernier livre, Neige intérieure. Je vais en dire quelques mots. Donc là, c'est pas l'altitude, mais c'est le Grand Nord. Et vous avez fait un voyage au Groenland en 2018 à bord d'un voilier qui s'appelait Knut et qui appartenait à une association Marie Motrice. Vous êtes allé à bord aux côtés d'un artiste sonore et d'un comédien, un metteur en scène, dans le but de produire un spectacle, au fond, qui a été produit, et le livre, qui peut-être n'était pas prévu au départ, je ne sais pas. Je me souviens qu'on en avait parlé, que les mots ne venaient pas dans ce paysage incroyable, que vous aviez commencé à dessiner des failles, des rochers, et que les mots étaient revenus. Alors, vous racontez, c'est pas votre récit de voyage, c'est un roman, où on suit plusieurs personnages qui sont désignés par des initiales. On verra peut-être dans les extraits que vous allez lire. Il y a un capitaine, Z, et il y a un huis clos qui se crée dans ce paysage incroyable avec plein de tensions. Il y a des pôles, des attractions, des répulsions, des mouvements, comme dans le paysage au fond, et des fissures aussi. Alors je ne sais pas quel extrait vous avez envie de nous lire. Là, je pensais à... Ça me fait douter tout à coup. Bon, ce sont des petits fragments. Mais je pensais à timonerie. Aux heures perdues, et quand Z n'y est pas, je m'assieds à la timonerie, devant les grands hublots et l'écran. J'y prends place sans toucher à rien, et de là, je regarde en alternance la mer véridique et la mer numérique. Des heures de contemplation étrange. Les cartes marines surpassent toutes celles que je connais, terrestres et même célestes. À l'écran s'affichent des airs bistres, blanches et bleues, constellées, comme si quelqu'un avait toussé et projeté au hasard une infinité de particules. Symboles, petites croix, encre, astérisques, flèches ondulées, chiffres et initiales minuscules. Il me manque la légende. C'est une splendide anarchie. Un vertige agréable me gagne. Qu'est-ce qui est terre ?
qu'est-ce qui est mer sur ce long littoral déchiqueté en des milliers de fjords et d'archipels? Ces images m'oppressent un peu, mais m'enivrent surtout. Je me perds longtemps dans des contours formant des îles qui n'en sont pas, parmi des îles qui en sont. Ces cartes sont comme scellées, elles attisent la volonté d'entrer. Un deuxième extrait ou la timonerie? Petit. Puis après, peut-être on pourra vous entendre, Célia, parce que vous avez, je crois, lu ce livre et surtout, vous avez été jury dans le cadre... C'était l'Institut littéraire? Non, mais on va parler du livre. Oui, mais vous avez connu mais on s'est rencontrés là, tôt. c'est surtout ça, c'était bien. On s'est rencontrés autour d'un texte et il se trouve que voilà, j'étais au jury. Manchot empereur. Les vagues déferlent sur les icebergs que nous passons. Le voilier file, vent de travers, régulier. Il fait grand beau et froid polaire. J'ai l'esprit vague, étranger à lui-même. Ma pensée se dilue, j'inspire les embruns. Ça dure depuis des heures. C'est comme une cavalcade. Devant moi, des montagnes brunes, carrées, pareilles à d'immenses peaux tendues sur des lignes horizontales. Leur ombre les plisse. Derrière, une fine visière blanchâtre bordée de gris mauve, les neiges intérieures. On passe de la mer à la terre en un saut du regard, distraitement. Le mouvement du bateau fait dodeliner l'esprit. Il suffit d'un envol de mouette à contre-jour pour absorber ce qui reste de compréhension intellectuelle du monde. Je suis sur le point de tomber. Si je lâchais ce stylo, ma cervelle plongerait en eau profonde avec les tourmentes et les tourbillons. Ce serait bien, peut-être, se laisser glisser doucement dans les lueurs sous-marines jusqu'à ce que plus rien ne croche à la peau. C et N me rejoignent sur le capot. Je leur fais de la place. Nos hanches et nos bras au point de jonction fabriquent une source de chaleur. Le reste grelotte sous les couches de vêtements. Le soleil bas se balade sur la mer et à la pointe de nos genoux repliés. On se serre un peu plus d'instinct. Visage tourné dans la même direction. Voix aspirée par le vent. Expérience troublante. Passage du temps. Lumière aveuglante. Corps compact. On se colle comme trois manchots empereurs. On fait un mur. On se blottit. Et on attend. Célia ou Raluca, je ne sais pas si vous avez... Oui, aussi, moi volontiers. Oui. En réentendant ce passage, une des choses qui m'ont beaucoup frappée dans ce texte, c'est qu'à la fois, c'était Nanook l'Esquimau, ce film, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais moi, c'est une chose que je n'ai jamais oubliée et j'ai repensé à ces corps qui se tiennent chauds et tout ça. Et en même temps, c'est vraiment aujourd'hui et dans une modernité. Et l'extrait que vous avez lu juste avant, on est à l'âge du numérique. Et une phrase de vous m'a beaucoup frappée à ce propos. Et je me suis dit, même dans ce verbe-là, tout y est. À un moment, vous dites que le paysage vous reconfigure. Et je me suis dit, ah oui, alors, il y a vraiment qu'aujourd'hui qu'on peut écrire ça. Parce que c'est une idée... On la conçoit, mais elle résonne avec cette chose de reconfigurer nos ordinateurs. Et je me suis dit, oui, la littérature trouve des mots pour signifier cette expérience que par ailleurs vous dites en disant on peut à la fois embrasser le paysage et le paysage vous embrasse, mais cette chose de la reconfiguration, alors j'ai trouvé ça vraiment très beau parce qu'elle aussi, elle embarque avec elle cet imaginaire du numérique qui nous colle à la peau, qui est là, avec lequel on fait corps. Et donc, c'était à la fois Nanook, mais l'Esquimau, et il y a cette chose du numérique, et cette reconfiguration de la littérature ou de l'art par lui-même et du paysage en nous, sur nous,
Ça, je trouve, c'est alors vraiment très, très beau et c'était très vivant, très à l'œuvre dans ce travail, dans ce texte. Et je trouve ça vraiment, ça m'a beaucoup frappée. Raluca, vous voulez dire quelque chose? Alors j'ai pas lu Neige intérieure, mais j'ai lu le premier livre d'Anne-Sophie, parce qu'on avait justement, on parlait avant, en fait, on s'est rencontrés dans un atelier d'écriture avant qu'on fasse nos livres. Et en fait, Jour d'agrumes, donc j'ai vraiment hâte de découvrir celui-là, mais je me souviens que il m'a marqué vraiment parce qu'il y avait déjà vraiment une grande observation. C'était très... je me souviens de petits détails que vous piquiez comme ça, mais il y avait une posture vraiment d'observation. Tandis que là, j'ai l'impression dans les extraits que vous lisez, il y a justement quelque chose où c'est comme si ça avait été avalé et c'est à l'intérieur. Donc, je me réjouis de le découvrir, mais du coup, avec le premier. Il y a beaucoup de détails dans vos livres, mais il y a aussi quelque chose, c'est ce qui est entre les choses, les relations entre les choses. J'ai l'impression que c'est très important pour vous. J'y pensais en relisant Villa Crimée, la lumière entre les choses qui est aussi importante que les choses elles-mêmes, et c'est encore plus subtil. Le rapport entre vous et un paysage, au fond, c'est ça le point de départ de tes textes qu'on a évoqués, paysage ou pays, ou ville ou architecture, mais est-ce que vous avez besoin d'un magnétisme, de vous laisser reconfigurer par un lieu pour écrire, un lieu qui peut être matière comme de la roche, paysage ou architecture? Alors, quand en plus on est en plein travail, c'est très complexe. Je vais vous dire des choses en vrac. Il me semble qu'il y a de l'inscription dans des lieux, mais que c'est aussi le travail des plans. Comment on s'en débrouille d'articuler des plans qui sont des visions, mais qui sont aussi comme qui sont des cadrages sur des lieux et qui sont aussi on peut dire des prélèvements ou des carottes de glace, je ne sais pas comme on voudra, suivant les paysages qui nous occupent. Et comment on articule tout ça? Alors, c'est aussi parfois comment on choisit de ne pas articuler. Et moi, j'ai été très frappée par ce pseudo-journal qui est la forme que prend Neige intérieure. C'est-à-dire que c'est comme un journal et en même temps, les dates n'y sont pas. Une autre datation apparaît et en même temps, il y a quelque chose du temps du journal dans sa fréquence. Il y a quelque chose qui dialogue avec la forme journal. Et en même temps, voilà, par moment, il y a j'allais dire, à la fois des grands espaces blancs et en même temps un confinement extrême, puisque si vous le lisez, vous verrez que c'est quand même une histoire de confinement et qui résonne là encore aussi beaucoup avec aujourd'hui. Et comment on s'en débrouille de ces plans les uns à côté des autres. Et moi, en ce moment, qui travaille sur des histoires de photos, je suis tombée ce matin, et je vous le livre comme ça, c'est peut-être pas à propos du tout, mais tant pis, j'y pense. Là, donc Proust, qui a été beaucoup frappé par aussi le monde de la photographie et cet art et même, à un moment, il dit que son travail, son œuvre a beaucoup à voir avec cet appareil optique qu'est la chambre. Et il se trouve qu'il y a un photographe qui intervient aussi beaucoup ici à la chambre, et j'ai beaucoup pensé à ces histoires. Et Proust parle de la question de qu'est-ce qui fait que des plans s'articulent. Il utilise vraiment ce mot dans son texte. Dans sa correspondance, il dit que c'est la mémoire involontaire, la fameuse mémoire involontaire si présente dans l'œuvre de Proust, qui crée le joint entre ces plans. Et je pense que, alors appelons ça peut-être aussi des effets de mouvement inconscient ou quoi, mais peut-être que c'est une chose qui nous est commune, c'est qu'on essaie d'articuler des plans et quelque chose de sensible intervient, qui est peut-être de l'ordre un joint qui a à voir avec nos mémoires sensitives, avec tout ce qu'elles portent en elles. C'est très mystérieux, mais quelque chose travaille dans les espaces, dans le joint, et je me dis que c'est peut-être là que s'invite notre mémoire et corporelle et notre mémoire. Et c'est du coup très intime finalement comme travail comme les joints, quoi, comme
carreleur, quoi. C'est décisif, la question du joint, de ce qu'on met entre. Et c'est des décisions. Et voilà, et on invite des choses très étranges dans ces espaces-là, voilà, alors, entre livres, ça, j'en sais rien encore, c'est une autre histoire. Mais déjà, à l'intérieur du livre, c'est quelque chose, ces joints, quoi. Voilà, pardon. Il y a une phrase dans Villa Crimée, une seule phrase qui fait un paragraphe. J'admire des relations, ou mettre en relation. Donc, au fond, vos textes deviennent des paysages, ou deviennent des constructions. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que Célia disait? Alors moi, oui, enfin, bien sûr, je trouve vraiment très intéressant aussi cette notion de joint, parce que là, on a une sorte de sensation qu'on a disons, un petit pouvoir justement de comment on articule les choses. Mais par contre, justement, c'est à mettre en lien avec l'involontaire, enfin avec ce mouvement involontaire et ces choses inconscientes, parce que finalement, c'est tellement mystérieux la façon dont les paysages entre eux s'articulent, se répondent, ou enfin, au quotidien, ça se produit finalement. On est quelque part et on est à la fois ailleurs aussi, ou potentiellement en tout cas. Et comme vous disiez, c'est tellement intime, c'est tellement singulier, et ça nous surprend. Donc après, effectivement, le travail, c'est comment on fait éventuellement se répondre ou s'articuler ces deux ou trois ou multiples espaces entre eux, comment on reçoit aussi ces correspondances. Et si on y prête un peu attention. Mais je pense que, en tout cas, personnellement, c'est souvent quelque chose qui est un moteur d'écriture aussi. Ces surprises-là, être frappé par ce qui surgit ou survient complètement indépendamment de notre volonté. Lorsqu'on est dans un paysage XY, ça peut être tant un paysage urbain, un café qu'une colline, mais en prêtant attention à ces moments-là particuliers de superposition, je trouve que c'est des très belles, des sources d'écriture, des sources de création qui personnellement m'intéressent beaucoup. Et puis, Raluca, vous parlez de génération aussi, d'une grande, ample histoire. Comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on fait les joints entre des lieux différents, des époques différentes? Alors c'est vrai que ça me parle beaucoup, les joints. C'est vrai que pour ce dernier livre, j'ai laissé beaucoup de place à ce qui allait venir. J'ai eu plus de temps pour écrire et je me suis dit, voilà, je me laisse, quitte à me perdre, quitte à perdre du temps, vraiment... j'ai vraiment pris du temps. Et du coup, voilà, il y a des choses qui sont venues. Et c'est vrai que j'ai dû, par contre, à un moment donné, faire vraiment un travail où moi, j'ai senti physiquement que j'ai dû coudre ensemble des morceaux. Et vraiment, et c'était pas, ça faisait pas partie vraiment du travail. C'était pas, il y avait rien à rattraper. C'était mon boulot d'un coup de devoir coudre. Et je me voyais vraiment physiquement, parce que voilà, moi, c'est vrai que je suis vraiment, j'aborde vraiment l'écriture de manière très physique, très matérielle. Et c'est vrai que c'était vraiment le fil, et il fallait que je rassemble tout ce que j'avais laissé en fait, et ce qui m'avait un peu dépassé, et ce qui avait émergé. Et j'ai beaucoup aimé. C'était pas très confortable. C'est des fois assez inconfortable de pas savoir et puis de se laisser un peu surprendre. Et en même temps, voilà, je trouve que c'est vraiment le côté magique. Et après, pour répondre à votre question, oui. Alors, c'est vrai que là, l'histoire se passe sur 100 ans. Enfin, en tout cas, elle couvre 100 ans avec 4 générations. Et voilà, c'est une année de chaque génération sur 100 ans. Et j'avais envie, en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment, comme disait aussi Célia, c'est vraiment ce matériau de la mémoire qui, pour moi, toujours se transmet d'une génération à une autre. Et les questions que je me pose toujours, c'est que fait-on de cet héritage qu'on reçoit?
qui est voilà, parfois totalement inconscient, parfois on n'a aucune idée, parfois c'est vraiment quelque chose auquel on doit faire face. Et moi je crois beaucoup, en tout cas bon, ce livre est dans la réparation, la possibilité en fait de réparation individuelle. Et que voilà, chaque génération reçoit et voilà, on fait pousser ou on empoisonne. Enfin, il y a vraiment toujours un peu cette idée de cette mémoire qu'on reçoit, qu'on construit aussi à travers la sienne et qu'on repasse plus loin. Et... Ça me fait penser dans votre ouvrage L'inondation, il y a des drôles de collections. Il y a des collections de pierres. Et il y a aussi un moment, et je me dis, ça a peut-être à voir avec ce que vous dites, une espèce de collection un peu, pas absurde, mais un peu dérisoire, qui sont des noyaux dans un bocal. Je ne me trompe pas. Et alors, j'ai trouvé ça drôle parce que, justement, c'est la nature morte un peu improbable. Hein, c'est tout sauf le compotier là, c'est alors les noyaux juste. Je trouve ça drôle dans un bocal. Il y a des images comme ça qui sont pour moi très pas absurdes, mais qui sont tellement justement dans des collections presque d'enfants, quoi. Justement, j'ai beaucoup aimé tout d'un coup la présence de voyons à quoi on s'attache, quoi. C'est des drôles en contrepoint de cette collection de minéraux là beaucoup plus savante, mais tout d'un coup une espèce de dépôt comme ça. Et comme il y aurait au bord d'une assiette, mais en tout cas on voit tout d'un coup cet objet, ce drôle de geste, et je trouve que vous avez un regard, on va dans le frigo des gens dans ce roman. Je trouve ça autant que, vous voyez, il y a autant des histoires de génération que d'entrer dans les compartiments des frigos. Je trouve ça tellement concret et fort aussi, c'est tellement intime aussi en un sens sur les étranges choses du quotidien. Alors, et vos textes, je ne l'ai pas rappelé, parce qu'on peut ou pas faire des liens avec la biographie, mais ils se lestent d'un poids certain quand on sait que vous êtes né à Bucarest, puis que vous êtes arrivé à 4 ans en Suisse. Si vous parlez de sol, de jardin, de racines, de choses qui se répercutent, vous parliez de poison, parce que dans le puits qu'on a découvert au début de la rencontre, il va y avoir des munitions, enfin des obus qui vont polluer le paysage, et puis de l'autre côté, il y a ces jardins magnifiques qui réparent peut-être des choses aussi. Donc derrière ces grandes questions, il y a quelque chose d'expérimenté dans la chair, ou peut-être de réparer ou de construire par rapport à l'histoire que vous avez reçue. Et cette idée de physique, vous disiez avant, l'écriture pour vous, vous la concevez comme quelque chose de physique et de manuel, c'est ça, c'était votre mot ? Oui, manuel, oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais je ne sais pas tellement comment l'expliquer, mais je sais que j'ai pas une démarche. Enfin, ma démarche va être beaucoup plus sensorielle qu'intellectuelle quand j'aborde l'écriture. Et c'est vraiment un matériau pour moi que j'ai toujours cette sensation, voilà, que je dois mettre les mains dedans et je dois le travailler vraiment cette matière. Et je pense, certainement aussi du fait que je suis d'une formation artistique, plastique et pas littéraire, donc je pense que ça vient de là. Mais voilà, je m'engage vraiment quand j'écris dans quelque chose de physique. Et je sais que c'est du coup, j'ai beaucoup d'images qui viennent, mais c'est vraiment un rapport sensoriel avec l'écrit, de matière. Et du coup, je pense que c'est aussi comme voilà, il y a toujours ce sol dans lequel je vais chercher ces matériaux que je vais, voilà, exactement le terreau dans lequel je vais puiser. Et ça me met comme un mouvement, en fait, comme ça, de physique. Et mouvement physique, peut-être avec la façon d'arpenter le paysage ou de le traverser, de courir, chez Anne-Sophie Subivia. J'allais dire, oui, je pense que Anne-Sophie, avec... Oui, des mouvements. Après, moi, je me rends compte aussi, en vous écoutant, qu'il y a pour moi une vraie dimension, enfin une dimension très visuelle ou presque calligraphique que j'associe toujours au travail d'écriture. Et du coup, qui, chez moi, va se traduire par un vrai plaisir à l'écriture manuscrite aussi, d'abord. Et du coup à la matière, à l'encre, au papier, et ensuite à une disposition dans l'espace.
aussi. Et j'ai beaucoup de peine à faire abstraction de ça. Enfin, j'en serais pas tout à fait capable, ou du moins, ça me priverait d'un vrai, à la fois d'un plaisir de base, et puis du sens qui peut émerger, je trouve, justement, de cet acte concret, visuel, enfin matériel, quoi, qu'on voit vraiment émerger du blanc ou émerger selon les structures du papier. Enfin, vous avez une pratique de poète aussi, hein. Peut-être que ça influence aussi vos romans. Et Célia, je voyais les lichens. Il est question de lichens qui sont justement des taches de couleur dans le paysage, dans votre roman. Et j'y ai vu un signe graphique, comme une marque, comme ce qui permettait vraiment qui sur la page assurait une sorte c'est comme quelque chose, une petite chose qui peut pivoter comme ça, et tout d'un coup ça devenait, c'est entre le signe et la chose du paysage, et donc c'est drôle. J'ai pensé à Claude Simon, qui est aussi pour moi le grand écrivain des lichens. Et il n'y en a pas beaucoup, alors quand je vois des lichens, je fais la collection des auteurs de lichens. C'est bête, hein. Comment est-ce qu'on écrit alors sur ce paysage de gouffre jurassien, en venant écrire ici, en justement se plongeant dans ce paysage? Et comment ça se crée? Est-ce qu'il faut un écart à un moment donné aussi? Est-ce qu'il faut revenir du Grand Nord pour écrire sur le Grand Nord? On commence par Raluca. Mais je vous remercie aussi parce que vous acceptez des questions difficiles, comme ça, qui sont aujourd'hui de vous livrer, de nous parler de pratiques en cours. C'est un petit peu du hors-piste, au fond. Ce n'est pas l'exercice traditionnel de parler d'un livre. Et je vous remercie de cette générosité de nous suivre là-dedans, dans cette traversée. En fait, le gouffre, c'est un lieu qui existe pour de vrai. Le gouffre du diable. Le gouffre du diable. Et en fait, c'est l'histoire. C'est un gouffre donc, dans le Jura. Qui est très très profond, qui fait 125 mètres de profondeur. Et en 1923, il y a eu plusieurs milliers de tonnes d'obus et de munitions de la Première Guerre mondiale qui ont été déversées dedans. Et en fait, quand j'ai découvert cette histoire, et j'avais envie de raconter en fait ce gouffre qui serpente en fait mon roman, et qui est vraiment ce lent empoisonnement, parce qu'évidemment au fond du gouffre coule une rivière qui irrigue toutes les rivières de la région. Et je trouvais, pour moi, c'était un parallèle qui travaille beaucoup sur la mémoire et sur justement... je suis très attachée à qu'est-ce qu'on se transmet dans les familles et qu'est-ce qu'on, à nouveau, comme je disais avant, ce qu'on récolte et ce qu'on est en mesure de faire pousser ou ce qu'on laisse gentiment empoisonner et mourir. Et du coup, voilà, il y a ce gouffre qui petit à petit, parce qu'au bout d'un moment, les munitions, au bout de bientôt 100 ans, tout est en train de s'éroder, tout se déverse, avec toutes les questions que ça amène. Et c'est un peu pareil dans les familles aussi, je trouve, au bout d'un moment. Des choses radioactives. Il y a des choses qu'on traîne et c'est pour ça que le pendant, pour moi, était cette idée des jardins qu'on a le moyen de faire, de créer, même si c'est au fond aussi une forme de domestication. Mais cette domestication peut nous amener soit à un geste créatif qui amène le beau, comme construire, créer un jardin, ou alors se permettre de déverser des munitions et des obus. C'est une même démarche, en fait, je trouve. C'est des phases différentes de la domestication de la nature et puis avec le pouvoir qu'on pense avoir dessus et qui amène les deux toujours, en fait, les deux faces. Ça fait écho au scribe aussi, hein, parce que dans le scribe, il est question d'eau et d'empoisonnement de l'eau. À l'arsenic, oui. Dans l'usine de retraitement des eaux que dirige le père à Calcutta. Oui, ces histoires de poison, ça m'évoque deux choses. Moi, je me suis intéressée à l'arsenic parce que c'est un vieux motif de polar. C'est ce qu'on retrouve dans le ventre des victimes. Voilà, c'est Sherlock Holmes, Agatha Christie, tout ça, ça m'intéressait. Et puis par ailleurs, il se trouve que c'est un poison, mais comme pas mal de substances, j'allais dire, du monde,
à une certaine dose, c'est un poison, et à une autre dose, c'est un conservateur, notamment en taxidermie. Et ça, alors j'en ai joué de manière, je pense que c'est, enfin, je ne sais pas si c'est vraisemblable, mais j'ai essayé de le rendre vraisemblable, c'est-à-dire qu'il y a un petit singe qui est empoisonné, et c'est comme ça qu'on découvre que l'eau est empoisonnée, un petit macaque. Et en réalité, comme il a absorbé de l'arsenic, son sang reste intact plus longtemps que normalement. Voilà. Donc il y a cet aspect comme ça, cette double fonction, et mortelle et conservatrice, paradoxalement, comme ça. Et ça m'évoque ces histoires de poison, et qui sont en même temps dans la nature, on va dire, à l'état natif, on peut dire. Une fois, un jardinier m'avait montré comme ça un jardin, en me disant, tu vois toutes les plantes, là, à une certaine dose, c'est un médicament, et à une haute dose, c'est toxique. Et voilà, quel est le moment où les choses deviennent toxiques, et le moment où presque elles sont curatives. Voilà. Et je me disais, certains héritages comme ça, c'est ces choses qui nous irriguent, c'est aussi une histoire de dosage ou de chimie, de compatibilité, c'est-à-dire il y a ceux qui supportent et puis ceux qui ne supportent pas. Et voilà comment on accueille des substances, y compris dans son... Et ça, c'est vraiment beau. J'ai hâte de lire votre roman, parce que ça, c'est vraiment des choses... Quand on dit que quelqu'un est toxique, c'est hyper à la mode, même cet adjectif. C'est pénible, parce que c'est à tout bout de champ, c'est quand même pas rien. Toxique, c'est un peu too much, non? Et donc, on se calme, parce que c'est quand même pas rien, quoi. Toxique, c'est très fort, mais on voit ce que ça veut dire en même temps. Donc voilà, parfois, c'est excessif, mais peut-être parce qu'on n'arrive pas à nuancer dans ces zones-là. Et heureusement, justement, peut-être qu'il y a des romans qui vont nous aider à nuancer ces choses un peu, parce que... Vous êtes dans ces zones grises, justement, entre, parfois inquiétantes, entre le bien et le mal, pour le dire de manière un peu stupide. Je pense aussi à ce huis clos sur le bateau, dans le Grand Nord, où il y a des personnages qui peut-être sont toxiques, ou voient d'autres personnages comme... il y a des sympathies et le contraire, c'est très fort aussi. C'est toute une alchimie. Oui, et puis qui en fait, dans des groupuscules comme ça, peuvent constamment changer. En fait, enfin, on voit aussi les modifications au fil des circonstances. Un tel peut dégager quelque chose d'un peu toxique momentanément, et puis ensuite c'est un autre pour un autre. Enfin, c'est jamais figé, ces choses-là. Et quelqu'un qui pourrait peut-être être considéré comme un peu toxique pour l'un pourrait être porteur pour un autre, au fond, selon justement les alchimies. Et ça m'a beaucoup... enfin, j'ai eu beaucoup de... Comment dire? Ça m'a beaucoup intéressée d'entrer dans ces questions-là. Et puis de donner un peu d'espace, parce que ça se traduit finalement par parfois des choses assez anodines qui, pour d'autres, passeraient complètement inaperçues, mais pour la personne concernée, c'est une implosion ou une... Alors que ça peut être un geste ou un mot. Oui. Oui. C'est ce trouble aussi, justement, ce qui est non défini. Oui. On ne nous explique pas dans vos livres ce qu'il faut toujours penser. C'est bien, justement, parce qu'on est dans l'entre et le joint, peut-être. Moi, j'ai plein d'autres questions, mais... le micro peut se partager. Si dans la salle, quelqu'un parmi vous a envie de nous faire un écho ou de réagir, de poser une question, ne vous gênez pas, levez la main, vous êtes les bienvenus. Et pendant que vous réfléchissez, je voulais vous... Oui, non? Non? N'hésitez pas. Par rapport à pratique artistique, théâtre, parce que je ne l'ai pas dit, mais Célia Oudard, vous collaborez aussi régulièrement avec des metteurs en scène, des projets de textes mis en scène. Parfois, oui, parfois. Oui. Et disons que j'ai un moment où j'ai fait plus du théâtre, à vrai dire, que d'écrire, mais je reste très attentive, oui, au théâtre. Il m'arrive d'être embarquée dans des histoires de théâtre, mais c'est quand même moins fréquent qu'avant, maintenant. Mais je pensais à cette notion de
de paysage, le texte mis en scène, ou alors votre pratique artistique, est-ce qu'elle est liée directement au texte? Est-ce que vous allez travailler les mêmes thématiques, Raluca, ou ça part du même mouvement ou... Oui, ça a été vraiment un mouvement où j'ai plus que l'écriture comme mode d'expression maintenant, mais quand je vois ce que je faisais, voilà, tout à fait avec d'autres médiums, ben, il y avait toujours des questions similaires. Je vois vraiment une continuation. C'est vraiment pas, il n'y a pas de rupture. Mais c'est toujours de l'écriture. Comment vous voyez ces activités au théâtre, sur scène ou artistique? C'est de l'écriture, c'est une autre dimension. Je continue à vous poser des questions épineuses. Pour moi, en tout cas, je sais pas. C'est vraiment toujours des histoires, en fait, et que, j'ai l'impression que l'histoire vient et il faut trouver le bon outil pour la raconter. Et que, à un moment donné, voilà, j'avais besoin d'une vidéo, j'avais besoin d'un appareil photo pour raconter l'histoire, et que les histoires là que je raconte en ce moment nécessitent l'écrit. Mais peut-être ce ne sera pas toujours le cas. Et je trouve que ça reste un outil d'expression au service de l'histoire qu'on veut raconter. Donc, ouais. C'est pas cloisonné. Non, c'est pas cloisonné. C'est pas. Après, évidemment, cet outil de l'écrit va et dirige, à un moment donné, prend possession de l'histoire. Mais j'aime partir de plutôt l'histoire que de l'outil. Je ne veux pas forcément écrire, en fait. Je veux raconter une histoire et je me pose la question à chaque fois quel est le mode d'expression adéquat pour cette histoire-là. Voilà. Et vous? Moi, juste, j'ai eu une expérience récente et je me disais que la scène, en tout cas un texte pour la scène, avait été l'occasion d'une tentative, et au fond assez littéraire, mais en même temps qui justement était l'occasion pour moi de tester, j'allais dire, la résistance et la force, les deux, d'un texte très ancien qui est le Chant Neuf de l'Odyssée. Et je me suis un peu risquée alors j'ai vraiment oublié beaucoup le grec que j'avais appris au lycée, mais j'ai quand même tenté au moins d'essayer de se recouper ou des différentes traductions de ce Chant Neuf. Et c'était pour des adolescents, essayer de l'adapter légèrement, mais en restant fidèle à la lettre. Donc j'avais un œil sur le texte grec en essayant de m'y remettre, et surtout les différentes traductions, et qui, pour certaines, me semblaient ou trop poétiques ou datées. Et ce chant du Cyclope, qui, quand je le racontais, passait si bien auprès des enfants et des adolescents, je me disais, mais mince, le texte presque l'emmène dans un monde plus lointain et moins accessible. Donc j'ai essayé sans démagogie, j'espère, sans trahir la lettre et tout ça, de faire un travail par ma propre écriture d'accompagnement d'un texte très ancien. Voilà. Et ça, c'est l'occasion d'une chose scénique et dite, puisque c'était du théâtre très, très épique, récité comme ça. Comment on fait avec un texte très ancien? Voilà. Donc c'était une occasion d'essayer des choses, et étrangement, j'ai spontanément pas eu envie, moi, d'écrire un texte, mais je me suis dit que c'était l'occasion d'aller revisiter un texte très ancien. Et avec des élèves, oui, dans le nord, dans des régions, dans le nord de la France, du côté de Béthune, dans des coins où les enfants lisent vraiment pas. Et je me disais, allons-y dans ce cas, allons chercher les textes. Je sais pas comment dire. Je ne vais pas dire commençons par le commencement, parce que ça a commencé bien avant l'Odyssée, mais allons-y carrément au sens de une sorte de texte fermant, de texte en tout cas archaïque, au sens de source de plein d'autres histoires, et puis oui, comme quelqu'un qui a jamais goûté la cuisine, je sais pas, du Jura, on va tout de suite, je sais pas, on emmène les étrangers manger une fondue, quoi. Et moi, je me suis dit, le chant, c'est bizarre de dire ça, mais j'avais envie de relire ça avec eux, parce que c'est quand même incroyable, le chant du Cyclope. Voilà, si jamais vous voulez relire.
Qu'est-ce qu'il y avait au début du scribe? Qu'est-ce qui a déclenché l'écriture? Justement, des choses très vieilles, je crois, qui sont que quand j'étais petite, j'étais allée dessiner le scribe du Louvre dans un cours de dessin, donc le scribe dit accroupi, qui en réalité n'est pas accroupi, mais en tailleur. Et si vous l'avez en tête, donc cette sculpture égyptienne, je l'aimais beaucoup et j'ai découvert que en fait, beaucoup d'enfants aiment le scribe et même j'avais découpé la vignette du scribe on avait des petits fascicules avec les grandes civilisations comme ça et puis dans le petit volume Égypte qu'on pouvait découper, il y avait le scribe et je l'ai collé sur mon cahier, je me rappelle. Et on s'identifie quand on est petit, je pense parce que c'est aussi un petit bonhomme qui a la taille d'un enfant et il écrit et voilà. Et je l'aime beaucoup. Et j'attendais le moment d'inviter le scribe dans un texte. Non, et aussi parce que après ce voyage en Inde, j'ai été très frappée par le fait que les gens se tiennent beaucoup en tailleur et dans les intérieurs et à l'extérieur. Quand on prend le train et qu'on traverse une partie de l'Inde, dans les champs, les agriculteurs s'arrêtent et sont en tailleur ou bien accroupis. Voilà. Les postures m'ont beaucoup frappée. Et tout d'un coup, j'ai repensé, je crois, au scribe aussi par la fréquence de ces tenues du corps, en fait. Et puis par ailleurs, et c'est un événement majeur comme ça, très brutal, mon éditeur est mort dans un accident de voiture et ça a été une disparition très brutale, très douloureuse, très triste. Mais c'était aussi, ça m'a mis face à cette chose de l'écriture. Et oui, je me suis vraiment posé la question de ce que je fabriquais, si j'allais continuer, et l'importance qu'avait le regard de ce monsieur sur mon travail, sur l'écriture, sur les textes de beaucoup d'autres auteurs que moi, mais en tout cas une sorte de questionnement très profond et sur le geste d'écrire. Et je m'étais toujours intéressée à des inscriptions anciennes, des graffitis, des fresques. J'étais allée justement faire de la marche en Italie, pas longtemps avant, tout ça, dans le Val Camonica, au-dessus du lac d'Iseo, où il y a des inscriptions sur des pierres. Bref, les vieilles écritures et les vieux dessins m'intéressent depuis longtemps. Et la mort de cet éditeur, de Paul Olszatowski-Lawrence, a été une occasion de prendre le temps de faire un peu le point sur toutes ces écritures qui me travaillent, qui m'attirent. Et les graffitis à Paris, les vieilles inscriptions sur les parapets à Paris, enfin, toutes ces écritures, le code. Donc voilà, c'est comme un livre qui vient accueillir, comme si tout d'un coup je demandais à toutes les écritures comme Hans, le joueur de flûte, comme ça, allez, venez. Et je les ai entraînés dans cette histoire, en fait. Comme je vois ça comme ça maintenant, et finalement sur un mode qui n'est pas triste. C'est ça qui m'encourage pour la suite, c'est que parfois des choses tristes sont l'occasion de rassembler, de réunir comme un banquet, hein, justement. Souvent aux enterrements, il y a des moments très émouvants, très drôles. On se retrouve tous à la table. Et j'ai convoqué à ma table les écritures, des tas d'écritures. Il y a un côté même un peu bazar des écritures dans ce scribe. Alors, c'est presque le comble d'avoir appelé ce livre le scribe, mais allons-y, quoi, pendant qu'on y est. Il y a une scène où votre personnage... Mais qui n'est pas un écrivain, justement, oui. Et je ne voulais pas que ce soit un écrivain. C'était trop. Mais il y a une scène où votre personnage travaille oui, les mathématiciens, en sur son lit et il a la posture du scribe. Ce qui mais fait la petite jointure qui vous permet qui paraît évidente quand on lit. Oui, mais d'autant que le scribe était vraiment préposé aux mesures, au poids et mesure pour Pharaon, quoi. Et les écritures sacrées, mais aussi voilà les mesures des champs et puis le comptage des sacs de blé et tout ça. Donc c'est le comptable supérieur, ou je ne sais pas comment dire. Et j'avais envie qu'il y ait ça aussi, que ce ne soit pas un écrivain. Il y avait tellement de beaux livres. Puis il y avait Bartleby, tout ça. On arrive après plein d'autres livres et la figure de l'écrivain me semblait, même si Bartleby n'est pas vraiment, mais vous voyez ce que je veux dire, oui, c'est vraiment le scribe qui coche, quoi, qui
prend acte, en fait, Oui, c'est qui ça. laisse trace. Oui. Vous parlez d'éditeurs. Comment vos éditeurs respectifs vous accompagnent dans la construction? Pour moi, vos textes sont des paysages ou des architectures. Comment est-ce que vous êtes accompagné dans cette construction, dans cette élaboration? Parce le livre, on le sait, à un moment donné, c'est un travail en équipe. Alors, comment ça s'est passé pour Anne-Sophie, par exemple? Ces carnets ramenés du Groenland? Ouais. Enfin, ramener en partie, parce qu'effectivement, après, j'ai perdu l'usage du langage pendant un petit temps, enfin, l'usage de l'écriture. Mais ensuite, dans le travail d'écriture, ce qui m'a touchée beaucoup de la part de mon éditrice, c'est qu'elle a accepté des essais que j'avais faits un peu graphiques sur le papier, et elle a accepté au fond de changer aussi certaines chartes qu'elle avait éditoriales, pour changer des marges, pour qu'il y ait des petits intertitres en gras, et en fait ça a été vraiment merveilleux qu'elle soit d'accord d'entrer un petit peu dans ce qui s'était produit pour moi aussi au niveau graphique, au niveau de l'espace, enfin la spatialité à l'intérieur du texte, et puis qu'elle embarque son équipe aussi dans ces changements, et donc on a pu ensuite travailler aussi à partir de cette matérialité-là particulière. Et puis ensuite, c'est vrai que je trouve que c'est vraiment une question de relation. Enfin, quand c'est de qualité, on n'a pas envie que ça s'arrête. Enfin, c'est porteur, c'est en même temps mon éditrice, c'est vraiment aussi quelqu'un qui me pose les bonnes questions au moment où j'ai besoin de réfléchir à certaines choses. Et en même temps qui sent, je pense que c'est ça aussi, de pouvoir sentir au-delà même de ce qu'on dit, ou elle nous sent, et puis il y a comme un guidage, donc je suis très, très reconnaissante de ça. C'est aussi le cas dans une entreprise, ce roman polyphonique très ample, à la Baconnière. Comment ça se passe? Alors ça se passe très bien, mais ça s'est aussi construit vraiment. C'est vraiment une relation qui se fait pas tout seul, en fait, enfin qui est pas toujours évident, parce que je pense qu'on a beaucoup d'attentes en tant qu'auteur, les éditeurs aussi, et il y a vraiment une relation qui va se créer. Et maintenant, avec ça fait 3 livres, et c'est vrai que je sens que elle me connaît aussi, je la connais bien, et elle est là, elle remplit plein de rôles, justement, et je lui suis hyper reconnaissante, parce que justement, elle saura, quand il y a besoin de rassurer, elle va me rassurer, quand il y a besoin aussi de justement me dire les choses qu'il faut pour que ça avance, et c'est vrai que du coup, maintenant, j'ai une grande confiance, et je pense qu'elle a aussi cette confiance, et du coup, et je sais que par exemple, elle m'a aussi suivie quand j'ai voulu faire des choses un peu plus expérimentales, ou par exemple dans Sol, il y a une partie qu'elle comprenait pas très bien, qu'elle aimait même pas trop, parce qu'elle était c'était cette partie du mus qui se passe, mais elle m'a toujours dit, tu dois vraiment rester droite dans ce que toi tu as envie de faire. Donc elle est vraiment dans cette démarche où elle va pas essayer d'arrondir pour que en fait ce soit plus compréhensible. Elle va vraiment essayer de me pousser là où moi j'ai besoin d'aller. Et ça, pour ça, je lui suis vraiment, quitte à ce que ce soit moins vendeur peut-être, ou je sais pas, mais en tout cas, que ce soit juste. Voilà, exactement. Elle a cette démarche comme ça, et ça, c'est vrai que depuis que j'ai réalisé ça, je me dis que c'est la chose la plus précieuse, en fait, parce que je me dis, en tant qu'auteur, ça paraît un peu nul de dire, mais je trouve qu'il faut qu'on puisse garder notre liberté au maximum, et d'être accompagné comme ça, ça nous porte ce qu'il faut, mais en même temps en nous laissant libres. Et c'est pas toujours le cas, il me semble. C'est pour ça que...
que ça mérite d'être signalé. Mais ce livre, du coup, Le Scribe, est-ce que l'éditeur, votre éditeur que vous avez perdu, l'avait lu encore? Ah mais non. C'est le premier que vous publiez. Oui. Mais en même temps, on est comme une amitié. On est fort, on est riche justement de la relation qu'on a eue. Et donc, je voulais que ce livre continue d'être en dialogue. Et c'est j'espère, comme un dialogue avec un mort. Hein, et je dis ça, ce reste vivant. C'est-à-dire, et peut-être même, je l'ai particulièrement convoqué dans... en tout cas, c'est pour ça qu'il est question d'écriture aussi, parce que c'était l'occasion de l'inviter plus que jamais, peut-être. Mais et puis il y a cette chose d'une maison, c'est-à-dire qu'on reste dans une maison avec justement tous les autres qui la fabriquent et qui ont été choisis par lui. Et je peux vous dire, qu'en tout cas, c'est sans lui, mais peut-être avec tout ce qu'il a mis en place, en moi, avec lui et autour. C'est-à-dire que je mesure la force aussi de ces autres voix. Alors après, on a plus ou moins des affinités, mais de prendre la mesure aussi des échos dans une maison, justement, des autres voix et tout ça. C'est vraiment habité, quoi, hein, une maison. Et cette chose du... Et la maison reste. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Mais c'est vraiment fort, hein, ces histoires de maison d'édition. Et ça tient à des personnes. Combien de temps après ça survit à quelqu'un, je ne sais pas, réellement, comme on dit. Mais c'est mystérieux, c'est à vivre, quoi. Et j'ai constaté, à travers aussi vos aventures, moi j'ai découvert cette maison d'édition... La Baconnière, à l'occasion, mais on m'en avait parlé. Donc, et des maisons naissent, c'est quand même des événements. Ou renaissent, d'ailleurs. Renaissent, naissent, meurent, renaissent, changent de nom, se scindent. Il y a des histoires comme ça en France en ce moment, et c'est très vivant. C'est vraiment comme des corps, ou des, je sais pas quoi, mais c'est organique, c'est vraiment intéressant. Et ce paysage émouvant, voilà, un paysage roman, c'est aussi les paysages que font les maisons, et pourvu qu'il n'y ait, que ça reste, que tout ça vive dans la diversité absolue, quoi, et la singularité totale. C'est bien. Je me retourne à nouveau vers vous, au cas où, pour qu'il n'y ait pas de frustrés, parce qu'on arrive au terme de notre rencontre. Mais vous êtes bien silencieux avec vos masques, on ne sait pas ce que vous pensez. Quelqu'un a levé la main. Bonjour. On m'a demandé de répéter les questions parce que l'entretien est enregistré et malheureusement on vous entendra peu. Question pour Célia Oudard. Qui se cache derrière le personnage principal du Scribe? Est-ce que c'est un alter ego? C'est moins bien dit que vous, hein, mais l'idée est là. C'est tout ça à la fois. Et c'est aussi le prénom du monsieur qui a réservé tous les billets des trains pour moi en Inde. Et qui était mon correspondant, et c'est pas rien, le passeur. Hein, et en effet, il y a quelque chose de l'alter ego, et en même temps dans la peau tout à fait d'un autre, avec une autre culture. Et je vous le dis, je suis très nulle en maths, donc c'était quelque chose aussi d'avoir un alter ego mathématicien, c'était vraiment alors ça aussi le comble de l'imposture. Hein. Alors j'ai dû me renseigner beaucoup, et en même temps en essayant d'être honnête, c'est-à-dire de ne pas faire semblant tout à fait, c'est-à-dire j'ai essayé de ne parler des mathématiques que ce que j'étais capable d'en comprendre.
Donc je me suis quand même fait expliquer, réexpliquer plein de fois certaines choses pour essayer de les avoir comprises, de les restituer. Et d'autre part, ce jeune homme est très dépositaire de mes souvenirs des films de Satyajit Ray. Et notamment, pour ceux qui connaissent, aiment ou voudraient découvrir, il y a la trilogie de Apu. Et Chandra doit beaucoup à Apu, jeune homme faisant des études. C'est un garçon de la campagne. J'ai été absolument bouleversée par le cinéma de Satyajit Ray, et notamment cette trilogie. Et tous les autres personnages du roman en Inde ont des prénoms soit d'acteurs, soit de personnages des films de Satyajit Ray. Donc c'est pour ceux qui veulent s'amuser. C'est une autre entrée dans le... Et oui, ce jeune homme, dans sa façon de se tenir dans le monde et dans des tas de petits moments de sa vie, est totalement de l'intérieur travaillé par le cinéma de Satyajit Ray, y compris dans son histoire d'amour avec Margot, dont il dit qu'elle ressemble, peut-être c'est la réincarnation de la déesse Kali. Il y a un film de Satyajit Ray qui s'appelle La déesse, c'est l'histoire d'une jeune femme dont on pense tout d'un coup que c'est la réincarnation de la déesse. Et ça crée plus que des problèmes. Et donc, en effet, à un moment, il dit à sa grand-mère sur Skype que sa petite copine, c'est vraiment Kali. Et sa grand-mère lui dit que ça peut arriver. Voilà. Donc il y a un dialogue comme ça qui est vraiment en relation avec ce cinéma qui a été une de mes entrées dans l'Inde. Voilà. Donc vous voyez, il y a l'Inde que j'ai découverte comme touriste, mais aussi l'Inde du cinéma, et qui est évidemment anachronique puisque ça date déjà. Mais c'est quand même une entrée dans une poétique et qui est en tout cas qui se confond pour moi avec l'Inde, mais qui en fait Satyajit Ray. Il se trouve que voilà. Et donc il y a tout ça, mais pour moi c'est vraiment une espèce justement de réincarnation de Apu. J'ai tellement aimé ce personnage et voilà. Oui, bonjour. Bonjour. Vous parlez beaucoup de cinéma, d'un poteur, de Satyajit Ray. Vous avez aussi parlé de photo. Quel est votre rapport à la photographie et comment la photographie vous inspire ou vice-versa? Quel est votre rapport à la photographie et comment la photographie vous inspire? Ouais, j'aime beaucoup la photographie et je crois que je dois même le fait d'avoir commencé à écrire des romans à des amitiés avec des photographes dont Yann qui est là dans la salle, des amis suisses formés à Vevey. Le hasard fait que, vous voyez, c'est quand même troublant. Me voilà ici, pas très loin. Et la fréquentation, oui, de la photographie a été une révélatrice, sans jeu de mots, mais quelque chose qui m'a aidée à m'embarquer dans quelque chose qui n'était pas la photographie, mais qui était dans peut-être la restitution d'images intérieures ou... je ne sais pas comment dire, mais de commencer à faire des tirages, en tout cas. Oui. Et alors, c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. Et pourtant, je ne suis pas très savante ou comment dire, je ne suis pas critique de photos ou quoi. Hein. J'écris pas tant que ça sur la photo, mais dans ma sensibilité, ça occupe une place importante et qui a à voir avec vraiment l'amitié, et comme des amitiés des amis dont je regardais le travail, mais avec qui j'étais au moment aussi de leur prise de vue. Peut-être que je m'intéresse beaucoup justement à ces propos de Proust sur la photo et des questions d'optique. Il y a quelque chose de trouver soi-même sa focale ou la question du cadre. Et tout. Des questionnements par analogie, disons que peut-être c'est des questionnements qui m'aident à avancer dans ma propre pratique. Je ne sais pas, mais c'est très inspirant. Mais en même temps, je vous avouerai que la musique aussi m'intéresse beaucoup, beaucoup. Mais voilà, là, si je dois parler de photographie, c'est vrai que là, il y a quelque chose de premier, et les merveilles du monde. Et le personnage principal est photographe, ouais. Non, pas du tout. Ouais. Merci beaucoup. Il y avait encore une dernière main ou j'ai cru mal voir? Non, parce qu'on va
on va s'arrêter là. Merci beaucoup pour les lectures, pour ce questionnement en cours, pour avoir accepté cette réunion à 3. Je crois qu'on peut vous applaudir. Je pense qu'on peut trouver vos livres pas loin d'ici, si on veut les lire, je vous conseille. Et puis, on nous invite à faire une petite pause, à quitter la salle pour l'installation d'une performance qui aura lieu à 18h, juste à côté d'un lieu s'écriant. Voilà, je vous souhaite une très bonne continuation de festival et à bientôt. Merci.